Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. On passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, quelque chose d'un peu quétaine. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et aujourd'hui mon invité est Jean-Sébastien Girard. Salut Jean-Sébastien. Bonjour Guillaume Saint-Cyr. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien toi-même. Oui. Je sais pas si on se vous voit ou si on va se tutoyer. Oh, on va se tutoyer, ben on oui. va se tutoyer, ok, ben Ouais. oui. Je suis tellement habitué de t'entendre dire vous puis d'entendre les gens te vous voyez que c'est comme pas un réflexe encore pour moi de dire. Ouais, à la soirée est encore jeune, ce son on se vous voit, mais c'est complètement décalé, mais Ben oui. ça fait partie, je pense, un petit peu du charme suranné parce qu'à Radio-Canada, on se vous voit, mais on aurait très bien pu décider de faire autrement, mais on trouve que c'est s'envoyer promener en se vous voyant, on trouve ça plutôt sympathique. C'est ça. Donc tu l'as dit, tu fais La soirée est encore jeune. On peut t'entendre aussi tout l'été à JS Tendresse sur les ondes de Ici Musique. Dis-moi, Jean-Sébastien, avant qu'on entre... Ici Radio-Canada Première, ça fait. Ah ouais, OK. Ah, oui, et sur ici Radio-Canada Première, je l'ai appris aujourd'hui. Alors, oui. Alors, tes recherchistes ne sont pas congédiés. Je viens juste de l'entendre. Alors, oui, ça va être diffusé aussi à la première chaîne cette année. Voilà. Oui, tu veux dire ma recherchiste étant moi-même. C'est ça. Avant qu'on entre dans ta liste de films, juste savoir comment tu as été introduit au cinéma. C'est quoi les premiers films que tu as vus? Comment tu as commencé à aimer ce médium-là? Ouais. Moi, j'ai mes plus vieux souvenirs. En tout cas, bon, c'est beaucoup ma mère, évidemment. Bon, ma mère, chef de famille monoparentale, j'étais seul avec. Ma mère a toujours aimé beaucoup le cinéma. Donc, on allait beaucoup physiquement au cinéma ensemble. Je me souviens d'un des premiers souvenirs de cinéma, c'est Bac et Bottine ensemble. On avait adoré. Je me souviens qu'on en a parlé longtemps et on réécoute encore des fois ce film-là. J'écoutais aussi beaucoup de vieux films français avec ma mère, les Louis de Funès, les Pierre Richard, La Chèvre, beaucoup de comédies françaises. On en a énormément écouté. Et évidemment, la donne a été changée parce que moi, j'ai connu l'époque très difficile pour les cinéphiles, c'est-à-dire avant l'arrivée du magnétoscope, c'est-à-dire où on ne pouvait pas fréquenter autre chose. Et je me posais, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais je me posais cette question-là l'autre jour. Je me dis, mais comment on faisait pour devenir un cinéphile? Si moi, je m'intéresse soudainement à Truffaut, qu'est-ce que je faisais? Je devais attendre qu'il y en ait un par année à Télé-Québec, puis que je ne sois pas sorti cette journée-là. Ça devait être l'enfer. Donc, évidemment, l'arrivée du magnétoscope a vraiment changé la donne et ça coûtait trop cher pour en avoir un. Alors, ma mère en louait un au dépanneur une fois de temps en temps, puis il y avait aussi des clubs vidéo dans les dépanneurs qui s'appelaient Monsieur Cadillo, Cadillo, je pense, c'est ça. Et donc, je me souviens, on était allé, pour une raison qui m'échappe, là, on n'avait pas vu La Guerre des Tucs au cinéma. Donc, on avait loué le magnétoscope pour une soirée et La Guerre des Tucs. Et ça avait été un coup de cœur extraordinaire, La Guerre des Tucs. On avait loué ensuite E.T. à peu près dans cette même période-là, qui est un film aussi qui m'a bouleversé. Première grande émotion, le départ de E.T., là, où j'étais complètement bouleversé. Et voilà. Donc, et donc, ensuite, il y a eu le magnétoscope et là, ben, on a passé, je passais ma vie dans les clubs vidéo à louer vraiment n'importe quoi, des chefs-d'œuvre comme des films grotesques. Et ça définit encore ce que j'aime beaucoup. J'aime autant, effectivement, encore fréquenter Truffaut que de très mauvaises comédies côté 6 dans le TV Hebdo. Je peux y trouver mon plaisir. Ouais. Parfait. Donc, entrons dans ta liste. Le premier film québécois, Jésus de Montréal, 1989, de Denis Arcand, avec comme la plupart des films de Denis Arcand, une distribution 5 étoiles, Lothar Bluteau, Rémi Girard, Robert Lepage, Gilles Pelletier, Pauline Martin, sont tous là-dedans. La formidable musique de François Dompierre, j'aime bien dire quand la musique est importante. Un personnage, Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce film-là? Dans quel contexte tu l'as vu? Ben, ça, c'est intéressant parce que ça fait un peu suite à ce que je disais tantôt. Parce que Jésus de Montréal, je l'ai vu, j'avais 14 ans. Je me souviens de l'âge parce que la raison pour laquelle je suis allé voir Jésus de Montréal seul au cinéma, qui est le cinéma Beaubien maintenant, qui s'appelle Cinéma Dauphin, qui était à côté de chez nous. Et à l'époque, la classification des films n'était pas celle de maintenant. Il y avait une classification qui était 14 ans. Et j'étais bien curieux, moi, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les films pour 14 ans et plus qui m'étaient pas accessibles. Et je me souviens que quand j'ai eu 13 ans, je me disais,
ben, l'année prochaine, la première chose que je vais faire quand je vais avoir 14 ans, je vais aller voir un film pour 14 ans et plus pour savoir qu'est-ce qui se passe tant là-dedans. Et quand j'ai eu 14 ans, donc j'ai ouvert le Journal de Montréal et je suis allé voir les films avec la vignette 14 ans et plus. Et c'était Jésus de Montréal que je suis allé voir. Je voulais qu'on me demande une carte, on me l'a même pas demandé. Oui. Et j'étais tout seul dans la salle. Et c'est formidable avec ce film-là parce que j'avais adoré ça, alors que bien sûr, je le réécoute une fois par année, ce film-là. 95% des références puis des réflexions qu'il y a dans ce film-là devaient complètement m'échapper. Mais j'avais capoté, j'étais retourné le voir avec ma mère, avec ma grand-mère. Je retournais tout le temps le voir, ce film-là. Et j'ai retrouvé la pochette, je vais juste te lire comme les 3 phrases. Ça dit, dans Jésus de Montréal, il est question de l'Évangile selon saint Marc, de la publicité des autres Colognes, des frères Karamazov, du doublage de films pornographiques, du Big Ben, du monologue d'Hamlet, de l'inconvénient d'être né, d'un soldat romain appelé Pantera, des fascistes qui communient tous les jours, des transplantations d'organes et de la vinaigrette Paul Newman. Et donc c'est ça le résumé du film. Et comme jeune ado, c'est comme ça que j'ai reçu ça. C'est un film où ça explosait, où il y avait plein de ruptures de ton, où on s'ennuyait jamais, où il y avait plein de choses, où il y avait de la satire, où il y avait de la tragédie, il y avait du drame, mais il y avait plein d'affaires. Et c'est pour ça que même si, bien sûr, les réflexions sont quand même assez profondes, avec plein de références, que comme jeune, je trouvais qu'il se passait tout le temps quelque chose. Je riais, j'étais ému. Et c'est formidable parce que plus tu vieillis, plus tu le réécoutes, plus il y a des couches de sens qui s'ajoutent à ce film-là. Je l'ai réécouté il y a 1 an et j'ai compris dans la quarantaine des choses qui m'avaient encore échappé, même il y a 2-3 ans. C'est un film vraiment très riche à plein niveau. Donc ça, c'est vraiment mon premier film d'adulte que j'ai vu. C'est demeuré à ce jour un de mes films préférés québécois là, à vie. Puis pour faire une histoire courte, ce film-là, c'est Lothar Bluteau qui joue un comédien qui est amené à jouer dans une pièce qui recrée la vie de Jésus et qui finit par se prendre lui-même. C'est la passion, en fait. C'est ça. Puis il finit lui-même par se prendre pour Jésus, puis ses amis deviennent des personnages bibliques. Là, c'est une pièce de théâtre dans un film, puis le film devient la pièce de théâtre en quelque sorte. Exactement. Donc, c'est Gilles Pelletier qui est un prêtre qui lui demande, parce que bon, il joue la Passion dans le temps de Pâques à l'Oratoire Saint-Joseph, puis là, ben, les gens commencent à être moins au rendez-vous. Alors lui, il est mandaté pour revamper un peu la Passion, mais il va aller chercher des textes qui modernisent un peu en fonction des recherches d'archéologues. Donc, le mari devient une fille mère. Donc, évidemment, ça choque tout le monde dans l'Église, mais le public est au rendez-vous. Ça devient un gros succès. Mais effectivement, la vie de Lothar Bluteau, qui incarne Jésus, commence à ressembler beaucoup à... Donc, il y a plein d'analogies, en fait, de la vie de Jésus qui ont lieu aujourd'hui. Donc, une réflexion sur la spiritualité à une époque de grande consommation, là, qui est comme un peu une des marottes de Denis Arcand. C'est une question un peu champ gauche, peut-être, mais à La soirée est encore jeune, tu fais les segments Lavé Jeannot. Je me demandais, c'est quoi l'espace que la chose religieuse occupe dans ta vie pour que ce film-là soit important, mais que tu réserves une place à ça dans La soirée est encore jeune aussi? Oui. En fait, ça part beaucoup d'un... Moi, j'ai un grand intérêt. Moi, je suis agnostique. Là. Je suis pas croyant, vraiment. Mais la chose religieuse m'intéresse à plein niveau, point de vue sociologique, point de vue historique. Tu sais, moi, j'ai des amis de mon âge qui ont des enfants. Les enfants ont 10 ans. Ils savent pas c'est quoi une crèche. Les parents sont comme contents qu'ils soient jamais allés dans une église. Je comprends très bien là, qu'il s'agit pas de donner une éducation religieuse. Si j'avais des enfants, il y aurait pas d'éducation religieuse comme on enseigne quelque chose de concret. Je veux dire, moi, j'ai appris que la Vierge a été enfantée de Jésus par l'Esprit Saint comme un fait, comme une table de mathématiques. Oui. C'était ça dans les examens. Tu sais. Je donnerais pas cette éducation-là, mais sur le plan historique, tu ne peux pas, quand tu es un Québécois, ignorer la place qu'a eu l'Église, certains cas, je veux dire, c'est juste une curiosité intellectuelle. Et même nous, moi, j'ai pas été élevé beaucoup dans cette religion-là, mais il y a plein de comportements qu'on a c'est des relents de ça. Je veux dire, notre rapport à l'humilité, à la culpabilité, tout ça. Donc, je pense qu'il y a des clés de compréhension de ce qu'on est qu'on comprend à travers
la religion. Et moi, ça m'a tout le temps intéressé, ça m'a passionné. Moi, j'écoute beaucoup de documentaires présentement dans le confinement sur les fermetures de communautés religieuses qui sont en train de fermer, qui sont en train. Fait que là, il y en a 2-3 sur Tout.tv que j'ai écouté. Il y a les Amoureuses, il y a les Ursulines. Donc, ils quittent les monuments que ces femmes-là habitent depuis 70 ans, puis elles s'en vont dans des petites résidences de rien. Elles les quittent de leur patrimoine. Je suis allé il y a quelques années, il y avait comme une vente, les Sœurs Sainte-Anne vendaient leur stock. Et moi, je trouvais ça fascinant. On entre là, dans leur maison, tout ce dans quoi elles ont cru. Donc là, elles liquidaient ça. Là, c'était comme 2 piastres pour toutes les bibliothèques. Puis après ça, il y a un monsieur qui dit « Attendez, on s'en vient avec des dernières scènes. » Fait que là, il arrive avec un chariot avec à peu près 25 cadres de dernières scènes, enveloppe. Fait comme 2 piastres, les dernières scènes, puis tout le monde part avec ça. Puis ça me touche beaucoup, ça. C'est le sort de ces femmes-là. Et voilà. Donc, j'écoute beaucoup de documentaires, beaucoup de trucs religieux, mais qui n'ont rien à voir avec mon adhésion. Oui, je oui, suis tout à fait. le premier à reconnaître plein de tort que ça a causé. Je ne suis pas un fan de religion, mais sur un plan historique. Donc, quand ça évoque ça, et puis la vie de Jésus m'intéresse comme personnage historique, comme d'autres personnes qui ont prétendu détenir quelque vérité que ce soit, ça demeure historiquement un fait majeur. Je veux dire, c'est un dude qui a 2000 ans en fait de quoi, puis on est quand même là aujourd'hui en train d'en parler 2000 ans plus tard. On va voir si dans 2000 ans on parle encore de nous deux. Ça reste à voir. J'espère que non. En tout cas, pour ma part, là, quand on voit ce qu'on peut faire dire à Jésus aujourd'hui, j'espère qu'on va pas me faire dire grand-chose dans 2000 ans à l'avenir. Ben, franchement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, par rapport au fait d'être québécois, d'avoir ce lien-là avec la religion, puis qu'on le renie en même temps. Je pense pas juste à Denis Arcand, qui s'est souvent lui-même dit athée, mais à Bernard Raymond, qui est non-croyant, mais qui a fait une trilogie théologale, lui aussi. Ouais. Ça fait tellement partie d'un patrimoine, puis effectivement, auquel il faut qu'on s'intéresse. Je pense au Québec, à chaque année, on sort un film historique, puis la religion est toujours présente. Même, Micheline Langto, qui a fait des films à caractère religieux, puis elle-même est athée. Je ne sais pas c'est quoi notre rapport d'attachement, détachement avec cette religion-là, qui, effectivement, doit se perdre de plus en plus. Moi-même, je suis pas du tout croyant, je connais pas grand-chose, mais effectivement, quand j'ai vu Jésus de Montréal, il y a quelque chose qui est venu me frapper là-dedans, dans la représentation. Oui, puis tu parlais de la trilogie théologale de Bernard Raymond. Il y a aussi cette réflexion sur les valeurs chrétiennes, c'est la foi, la charité, l'espérance dans cette trilogie-là. Et dans la nouvelle de personnage d'Élise Guilbeault, tu rencontres un croyant, tout ça. Elle est athée, mais il y a quand même cette rencontre-là autour de... On n'a pas besoin d'aller à l'église pour adhérer à... Elles ont fait beaucoup de mal, les religions, mais quand même, elles ont... d'une certaine façon aussi propager certaines valeurs, tu sais, puis il y a ça aussi, il y a ce questionnement-là dans Jésus de Montréal, en fait, tu sais, c'est de voir dans la société dans laquelle on vit, de cette réflexion-là, tu sais, sur le christianisme, qu'est-ce qu'on peut garder aussi, tu sais, quelle place ça a dans le discours qu'on entretient, tu sais. Super. À l'inverse, complètement. On quitte la religion pour aller dans les clubs et les cabarets gays des années 70 avec la cage aux folles. On s'en va dans le péché, là, totalement dans un autre univers. La cage aux folles, c'est vraiment... Oui, exactement. Pas la cage de ma tante Birdcage, une adaptation américaine qui s'est faite, qui était très mauvaise. Et je comprends pas pourquoi on avait besoin de refaire ce film-là, parce que les interprétations de Michel Serrault, entre autres, ne pourront jamais être égalées. Donc, la cage aux folles, c'est ça, c'est une boîte de travelots, en fait, des spectacles comme j'allais dire l'entrepôt, là, mais c'est déjà une vieille référence, le schéma d'eau, mettons. Et donc, c'est un couple d'hommes qui tiennent donc ce club-là. Et il y a le personnage flamboyant et extraordinaire de Albin, joué par le comédien Michel Serrault. Albin, donc, c'est le nom du personnage,
qui est... elle a un personnage de scène parce qu'elle fait des spectacles dans leur boîte de nuit. Ce personnage s'appelle Zaza Napoli. Et c'est un personnage qui me fait rire. Je l'écoute très souvent quand le confinement a débuté. J'ai dit, j'ai besoin de voir cette interprétation-là. Tu sais, souvent, le rire, c'est un geste très social. On rit dans des spectacles d'humoristes quand on est dans une salle, mais quand on les regarde à la maison, on rit pas nécessairement avec éclat, on sourit, on reconnaît l'intelligence de certaines lignes. Mais ça, je ris encore fort, tout seul dans mon salon. C'est vraiment du génie, ce film-là. Et je pense que, tu sais, ça aurait pu... parce qu'évidemment, tu sais, ça va dans tous les plus gros clichés de l'homosexualité de l'époque. Je veux dire, il n'y a rien qui... Pensez à tous les clichés possibles, là, ils sont dans ce film-là. Ça aurait pu être quelque chose de grotesque, ça aurait pu être quelque chose de... En tout cas, qui sonne un peu homophobe. Moi, en tout cas, dans ma perception, moi, de l'enfant jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais senti comme ça parce que j'ai jamais senti que Michel Serrault jugeait son personnage vraiment de grande folle, hystérique, tout le temps en train de crier dans l'émotion exagérée constamment, son sens du drame. Mais, tu sais, il y a une espèce d'humanité à ce personnage-là que c'est un personnage insupportable, mais qu'on aime. On est attaché à ce personnage-là. On sent sa fragilité, on sent toutes ses failles. Et pour ça, ça demeure un drame humain quand même. Quand il leur arrive des affaires, on est vraiment touché. Donc, je trouve que oui, même si ça vieillit et qu'il n'y a rien de ça qui passerait aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'interprétation de Michel Serrault. Moi, je recule là, des phrases. Tu sais, je fais jamais ça avec d'autres films. Comment il le dit, comment il a fait, comment il a soupiré, comment... Je le trouve extraordinaire. Et il y en a eu 3. Le premier et le deuxième que je peux réécouter souvent. Le premier qui est en Criterion, mais le troisième qui n'est pas... Moi, je l'ai vu à l'époque en VHS. Je ne l'ai jamais revu. Il n'est pas disponible en français nulle part. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être eu un problème de droit d'auteur, des nouveaux auteurs qui étaient... Je ne sais pas, mais vous ne pourrez pas le voir. Je sais qu'il est sur iTunes en anglais. Mais j'ai fait des recherches. Là. À chaque 6 mois, je fais des recherches sur le web, voir s'il n'y a pas une VHS disponible, s'il n'y a pas... mais la version française n'est pas disponible pour une raison qui m'échappe. Mais les 2 premiers sont... Le deuxième, on parle beaucoup du premier, là, mais le deuxième est vrai, sont mêlés à une histoire de crime organisé où il retourne dans la maison familiale de Renato, donc le chum de Michel Serrault. Et c'est vraiment très divertissant aussi. Qu'est-ce qui est venu te chercher quand tu as vu ce film-là? C'est l'exubérance de ce personnage-là. C'est vraiment l'interprétation d'Albin qui était... En fait, je comprenais pas. C'est ça, moi, je l'ai vu très jeune. Et ça crée beaucoup de confusion dans ma tête parce que là, bon, c'est un couple homosexuel, mais Albin, donc, il fait de la personnification féminine sur scène, mais dans la vie, il s'habille beaucoup en femme, mais pas en robe. Il s'habille de manière très féminine. Il parle de lui parfois en se féminisant, mais c'est un homme. C'est pas un transgenre. Je comprenais pas les codes. Donc, je pense qu'il y avait une fascination pour moi. Tu sais, comme ma mère, elle avait un couple d'amis coiffeurs, René et Jean-Guy. C'était clair. C'était 2 hommes. Il n'y en avait pas un là-dedans qui portait des robes. Et je comprenais ces 2 hommes. Puis ça, je l'ai vu à peu près à la même époque. Pour vrai, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je me disais, donc là, dans un couple gay, il y en a un qui porte, il y en a un qu'il faut, bon, évidemment, au-delà de un qui fait l'homme, un qui fait la femme, comme le veut le bon vieux cliché, mais là, il y avait vraiment de comment ça marche, c'est quoi ce code-là, qu'est-ce que je comprends pas. Donc, il y avait une curiosité je comprends pas trop comment ils organisent leur vie de couple. Et parce que l'aspect clownesque de Michel Serrault qui me faisait... Ses excès me faisaient rire et l'excès, c'est encore un des trucs qui me fait le plus rire dans la vie à tous les niveaux. Et c'était complètement... tous les excès qui me font rire sont cristallisés dans ce personnage-là. Ouais. C'est des scènes aussi qui sont... Tu disais c'est des répliques, mais c'est des scènes qui sont devenues cultes. Là. Vous avez rejoué à La soirée est encore jeune, la scène des craquelins. Ça, là, c'est savoureux, c'est savoureux. Si vous ne voulez pas écouter le film, allez sur YouTube, il y a la scène, c'est La cage aux folles, Biscotte. Et justement, c'est dans le deuxième film, là, pour différentes raisons, Albin doit se faire passer pour un hétérosexuel. Donc, il doit apprendre la gestuelle
hétérosexuel. Donc là, il doit apprendre, parce qu'ils s'en vont dans un petit bistrot, et là, ben, on se rend compte que Albin est beaucoup trop efféminé dans la manière dont il boit son thé. Beurrer des craquelins, il le fait de manière beaucoup trop délicate, donc avec le petit doigt dans les airs. Et pour des raisons de sécurité, là, il doit se faire donc passer. C'est ça pour un hétéro. Et là, Renato lui dit non, il faut que tu appuies comme il faut, plus fortement, il faut que tu ne mettes pas ton petit doigt dans les airs. Et là, ben, il fait trop fort. Le craquelin explose. Et là, vous voyez l'excès, parce que là, il fait comme, dis-le si tu veux me tuer. Il trouve ça d'une violence inouïe. Un craquelin qui est comme... pour lui, c'est un drame, un craquelin qui lui explose dans le visage. Et il y a tout ce que j'aime de ces films-là est représenté dans cette scène-là. Oui. Le génie là, de Michel Serrault. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi Michel Galabru qui joue le père de la future mariée du fils en plein ça, de Renato. De Renato, ouais. Qui est un type conservateur, je pense même qu'il est député de droite en France. Ou en tout cas, ça s'appelle l'ordre de la moralité, je pense. Oui. C'est vraiment la droite, le mariage. Et tu peux pas être associé, surtout pas une boîte de nuit gay. Et il y a des choses d'ailleurs, le président de son parti politique meurt et là, donc, il veut redonner des lettres de noblesse à son parti. Et là, au téléphone, je me dis, mon Dieu, cette phrase-là aujourd'hui, il dit c'est épouvantable parce que notre président est mort dans les bras d'une prostituée mineure et noire. Ils appuient sur le noir mais la prostituée, c'est comme... À la limite, là, elle est noire. À la limite, elle est mineure et prostituée, mais noire, ça se peut pas. Mm-hmm. Donc, ils veulent un beau mariage en blanc. Puis, ben, bon, évidemment, parce qu'ils veulent faire croire que les beaux-parents sont un couple, un homme, une femme, mais non, c'est Renato. Et puis, voilà, Michel Galabru, qui était très bon. Puis moi, ce qui m'avait marqué de cette scène-là, où justement Michel Galabru, il organise un souper, puis il y a une soupe, puis il est en train de manger sa soupe. Tous les plats, c'est des plats avec des représentations de scènes homosexuelles imprimées dans le fond des plats. Grec, romaine, avec des sodomies de grec. Michel Galabru qui a plus ses lunettes puis qui comprend pas exactement qu'est-ce qu'il voit dans le fond de son assiette. Parce que c'est des animaux, c'est pas trop plat, il faut qu'ils retirent l'assiette rapidement. Puis, oui, c'est très théâtral. Ben, c'est une pièce de théâtre à la base. Oui. C'est bien rendu. Mais tu sais, tu le disais, puis il y a une humanité dans le personnage que Michel Serrault incarne dans Albin. Ouais. Mais c'est que ça... Oui, c'est des clichés, mais c'est que ça vise pas à antagoniser ou diaboliser l'homosexualité. C'est vraiment la droite conservatrice qui est représentée comme quelque chose qui est un défaut. Ben oui. C'est eux qui perdent tout le temps, c'est eux qui... et c'est eux qui sont pleins d'incohérences. Non, ce sont eux les personnages détestables. C'est jamais... c'est les héros, là, Renato puis Albin. On les aime, on les suit. Oui. Puis c'est eux qui moralement gagnent là, dans ce film-là. Oui. Puis on va rester dans le thème de l'amour avec ton troisième film qui est Les chansons d'amour 2007 de Christophe Honoré. Encore là avec Ludivine Sagnier, Louis Garrel, Clotilde M. Il a fallu que je google son nom pour savoir comment le prononcer. C'est l'histoire d'un triangle amoureux. Je ne l'ai pas encore vu, ce film-là. T'es chanceux. T'es très chanceux parce que il te reste ça à voir. C'est un très... Mais en fait, bon, j'ai beaucoup cherché parce qu'évidemment, bon, c'en est un running gag à la soirée. Tu sais, j'adore le genre de la comédie musicale. Oui. Enfin, je vais dire, bon, il faut que j'en sorte un, lequel. Je voulais pas vous sortir La Mélodie du bonheur. Je voulais pas sortir Les Parapluies de Cherbourg. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans Les chansons d'amour parce que ça vient chercher... Bon, c'est un film qui date de... 2007. Oui, 2007. 12e, 13e d'année. Voilà. Et donc, Christophe Honoré, qui a fait plusieurs films que j'ai beaucoup aimés, mais lui a décidé donc de faire cette comédie musicale-là qui évoque beaucoup l'esprit de la nouvelle vague, qui a il y a des clins d'œil à Jacques Demy, il y a des... la structure du film rappelle beaucoup celle des Parapluies de Cherbourg. Le film est découpé en 3 parties, le départ, l'absence, le retour, donc comme dans les Parapluies de Cherbourg, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, lui, c'est vraiment un clin d'œil à cette époque-là, à la nouvelle vague, à ce type de comédie musicale-là. De manière totalement assumée, j'ai relu une entrevue de lui là, il y a quelques minutes avant notre entrevue, puis il disait
moi, je suis pas un enfant de la première vague, fait que je sentais que j'avais aucune responsabilité par rapport à ce cinéma-là, fait que je me sentais libre et je pouvais de manière totalement assumée faire référence à ça en toute liberté. Et je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Tu comprends plein de clins d'œil, de références. Donc, oui, le film est séparé en 3 parties. Donc, un trio amoureux, un homme, 2 filles. Il y a une de ces filles-là qui va mourir. Donc, Louis Garrel va vivre un grand drame. Et là, il va vivre une relation, en tout cas une tentation homosexuelle avec un jeune garçon qui tombe en amour et qui veut lui faire comprendre que l'amour, c'est pas juste une question de sexe. Puis que, bon, c'est très moderne là, dans le regard. Et c'est un film qui, tu sais, je dis t'es chanceux de pas l'avoir vu, mais c'est un film qui a complètement polarisé les gens qui l'ont vu, la critique. Il y a personne qui fait « Ah, c'est un film correct ou sympathique. » J'ai jamais entendu ça. Les gens crient au scandale, détestent ça, trouvent ça d'une insignifiance, ou des gens en font leur film culte. Moi, quand je pense que je l'ai vu avec Centriste, j'avais tellement hâte que le DVD sorte. J'ai acheté la bande sonore. C'est les chansons d'Alex Baupin, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de musique dans les films de Christophe Honoré. Il y a une poésie, il y a une beauté, une simplicité en même temps dans les chansons. Il a fait aussi un autre film qui s'appelle Les Bien-Aimés avec Catherine Deneuve. Sa fille est là, qui se passe sur plusieurs... Je pense que c'est encore meilleur que les chansons d'amour, mais les chansons d'amour, c'est mon premier coup de cœur avec son cinéma. Donc, moi, j'ai adoré ça, mais j'ai lu des critiques. Quand c'est sorti, je pense que c'est sorti à Cannes, la presse française avait adoré, la presse internationale a fait comme « Mais quelle merde, séripeuse! » Vraiment, il y a comme une espèce de romantisme exacerbé là, qu'il faut accepter, qu'il faut assumer. Là. Oui. Mais ça se peut que tu l'arrêtes après 10 minutes. C'est quelque chose qui pourrait très bien. Je dirais que pour les Parapluies de Cherbourg, ça a été... combien de temps j'ai fait? 3 minutes 14, 3 minutes 15 peut-être. C'est beaucoup moins mon genre, mais il y a quelque chose avec les comédies musicales à la française où c'est pas dans les mises en scène flamboyantes, c'est les chants, c'est les gens qui s'arrêtent pour chanter, plus que dans des espèces de grandes chorégraphies comme on peut voir dans le cinéma américain. J'ai l'impression, je sais pas s'il y a des chorégraphies... Non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... Mais puis en fait, je comprends totalement. Puis les Parapluies de Cherbourg, là, c'est de la comédie musicale extrême. Là. Et je comprends parfaitement les gens qui n'y adhèrent pas. Même moi, tu sais, je suis un grand fan, puis ça m'a pris un certain temps. Des fois, je suis comme, mais voyons, c'est bien lourd. Parce que c'est comme un opéra. Là. Il n'y a aucune partition parlée dans les Parapluies de Cherbourg. C'est chanté d'un bout à l'autre. Fait que des fois, tu as quelques airs, quelques mélodies, mais souvent, il n'y en a pas. C'est rien que tu retiens, c'est rien de... Fait que c'est souvent le quotidien. Tu as reçu du courrier, viens t'en souper maintenant. Fait que c'est sûr que même moi, encore aujourd'hui, je le regarde que des fois, je fais comme... Fait que je peux comprendre que quand on n'aime pas le genre, qu'on trouve ça difficile, puis c'est pas, tu sais, comme bon, je pense à La La Land ou des trucs où justement, tu as un numéro qui... Mais là, c'est un quotidien qui est tout le temps chanté. Je peux comprendre que si la proposition, tu n'as pas envie de l'accepter dès le début, tu n'aimeras jamais ça. Je peux très bien le comprendre. Oui. Puis plus largement, justement, dans le domaine de la comédie musicale, qu'est-ce qui te touche avec ça? Qu'est-ce qui fait que ça te rejoint autant? Ben, il y a tout ce que j'aime là-dedans, en fait. Hein. Moi, j'aime la danse, j'aime le chant, bon, c'est le cliché ultime de dire que c'est l'art complet, mais j'aime beaucoup en voir sur scène, j'adore aller à Broadway, j'aime voir le déploiement de tous ces talents-là chez un même acteur, et aussi parce que je trouve que l'émotion est tellement multipliée, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est grandiose, parce que l'émotion qui est soulignée par... oui, des fois, je dis une chose à son contraire, parce que j'aime beaucoup la simplicité, j'aime beaucoup... je fais un lien, là, le cinéma de Bernard Raymond, qui est très contemplatif, très dépouillé. J'adore ce cinéma-là aussi. Mais dans la comédie musicale, même si tout est sursouligné, ça a quand même, paradoxalement, un effet sur moi quand je vais voir un spectacle, que l'émotion est chantée, est dansée, que tout est là. Il y a comme quelque chose, un trop-plein, je sors de là, rempli, parce que j'accepte toutes ces propositions-là en me disant, il n'y a rien qui se peut, mais c'est correct, on m'en met plein la gueule, et puis c'est ça. En fait, c'est l'émotion.
Voilà, c'est l'émotion, c'est l'émotion l'émotion et le talent de ces gens-là qui me fascinent. Puis parce que je rêverais, c'est aussi ma cliché, mais comme j'aimerais ça, moi, qu'on chante tout le temps dans la vie. Oui. Une de mes chansons préférées, c'est En chantant de Michel Sardou. Là. Oui. Mon Dieu, qu'effectivement, il me semble que tout serait plus beau, tout serait plus facile si on chantait constamment. Voilà. J'essaie de me rappeler les paroles parce que je veux faire un pont vers la pause, mais les paroles ne me reviennent pas. La vie, au fond, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Ouais. Voilà. Ben justement, sur ces belles paroles, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite après. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. Re-bienvenue en Jase de film avec mon invité Jean-Sébastien Girard, avec qui en première partie, on a parlé de Jésus de Montréal, La cage aux folles et Les chansons d'amour. Et maintenant, un film que tu m'as dit que tu as détesté, c'est La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, à qui on doit aussi La vie d'Adèle. Depuis, c'est un réalisateur un peu honni par plusieurs. Là. Il y a des allégations très douteuses à son sujet, mais je me rappelle quand La graine et le mulet est sorti en 2007, ça a été encensé ou détesté de la même façon que tu parlais des chansons d'amour. Ouais. C'est un film qui a vraiment divisé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé de ça? Écoute, je vais te faire la critique la plus basique au monde. Là. J'ai trouvé ça plate. Okay. C'est un film qui m'a ennuyé, alors que, comme on en parlait, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'action. J'adore le cinéma de Bernard Raymond. Je peux adorer. Il y a beaucoup de films que j'aime qui sont très contemplatifs, où l'action est minimaliste. Mais ce film-là m'a profondément ennuyé. Je l'ai jamais revu. Mais je suis allé, premièrement, il y avait un buzz autour de ce film-là. La critique ici avait adoré. Tout le monde autour de moi sortait de ce film-là complètement transporté. Et je suis allé le voir avec une amie et les deux, on s'est ennuyés. Probablement, c'est un film qui mériterait que je le réécoute une deuxième fois. Je l'ai vu au cinéma, il y a parfois des contextes qui font des contextes qui font qu'on n'aime pas un film. Ce film-là m'a agressé, puis je m'en souviens presque pas, en fait, du film. C'est peut-être pas j'aurais peut-être dû choisir un autre film, parce qu'avant de commencer, je me disais, je vais faire une recherche, puis je me disais, mon Dieu, je me souvenais à peine de l'histoire. Et tout ce que j'ai comme souvenir dans ma tête, c'est des gros plans de madame qui mange du couscous, puis qu'on voit le couscous, la bouche pleine. Je sais que c'est très réducteur ce que je dis, mais c'est le souvenir que j'en ai. C'est que c'est plate, je m'ennuyais et surtout, je pense que j'étais un peu en réaction face à toute la critique du dithyrambique, puis à tout le monde autour de moi qui m'avait dit que ça allait être le film de ma vie et que je n'aimais pas, que je comprenais pas. Et je suis sorti de là en me disant, mais mon Dieu, mais ça m'a totalement échappé. Même chose pour La vie d'Adèle, même réalisateur, même engouement par les mêmes personnes. Et il y a un running gag aussi, puis je sais pas si je déteste tant que ça La graine et le mulet, mais je dirais avec Marc Cassivi, avec qui je travaille à la télé. Tu sais, La graine et le mulet et La vie d'Adèle, pour lui, là, c'est 2 chefs-d'œuvre. Là, ça fait partie des 2 meilleurs films de sa vie. Fait que j'entretiens aussi un running gag avec lui de ces 2 films-là que j'ai dont haï et lui qui a dont aimé. Fait que maintenant, quand on parle de films ensemble, l'argument massu, c'est tout le temps « On sait bien t'as aimé La graine et le mulet et moi, on sait bien t'aimes le The Sound of Music, par exemple. » Donc, ça fait partie de l'argumentaire que La graine et le mulet, c'est l'affaire qu'on est censé haïr de mon bord et voilà. Donc, en fait, je pense que c'est un film qui incarne parfois mon irritation d'un certain consensus, puis je me demande si on est toujours... Bon, c'est quand même gros comme accusation, mais je me demande jusqu'à quel point on aime vraiment tout le temps ce qu'on dit qu'on aime.
Oui, oui, oui. Où on veut pas se fondre à une masse qui va se dire oui, on aime ça, puis tu préfères y adhérer. Exactement, exactement. Tu sais, est-ce que tout le monde autour de moi vraiment autant trippé sur ce film-là? Peut-être, tu sais, j'ai surtout pas la prétention de penser que c'est moi qui ai la bonne version d'eux. Puis comme je te dis, j'étais peut-être bien mal disposé. Puis, je veux dire, si on a crié au génie, c'est parce qu'il y a sûrement des trucs qui m'ont échappé. Puis que... mais pour vrai, d'en parler, je pense que j'ai profité du confinement pour le revoir. OK. D'un coup. Oui. C'est Si pas... jamais. Il y en a des films que j'ai haïs, que j'ai vu quelques fois, puis que bon, je le sais que j'ai haï ça, là. Mais, puis honnêtement, tu sais, j'ai surtout pensé à des films québécois que j'ai beaucoup haïs. Honnêtement, ça me tentait pas d'aller là, tu sais, pour des raisons évidentes. Fait que je trouvais que c'était assez safe d'y aller avec la graine et le mulet, mais moi, j'ai le cinéma que je dirais un peu faiseux. Tu sais, le cinéma qui... Tu sais, ce qu'on dit, les fameux réalisateurs qui ont l'air d'être en train de se regarder filmer, puis sont en train de dire ça, je pense que c'est un beau moment, ça, c'est les dialogues aussi qui sont trop empoulés, auxquels on ne croit pas, ou c'est ça. Tout ce qui... quand je sens le cinéaste derrière, ça peut m'agresser beaucoup. Puis, tu sais, justement, tu parlais de la critique montréalaise ou québécoise qui a adoré. Des fois, c'est le fun de se mettre de se porter en faux aussi par rapport à oui. vouloir être le mouton noir et être celui qui va détester abondamment, puis on finit par tomber dans la critique de mauvaise foi. Exactement, mais amis, là, il y a un certain plaisir là-dedans. Puis des fois, à la soirée encore jeune, vous le faites aussi, c'est juste aller dans une certaine mauvaise foi pour la blague, entre autres, là, juste pour oui, on parle grinter. de Louis de Funès, que moi, je suis censé adorer, qu'Olivier Niquette est censé détester, mais bon, il est quand même quelque part entre les deux, puis moi, je pense pas non plus que Louis de Funès, c'est le génie que je prétends, là. Mais oui, mais oui, il y a beaucoup ça, si je parle de l'effet, bon, la graine et mulet, il faut l'aimer, donc tout le monde l'aime, mais il y a aussi, effectivement, l'inverse, dès que un immense film qui sort, t'es sûr que ça va prendre une semaine avant que là, il y ait des gens qui commencent à faire quelle imposture, quelle merde ce film-là, alors que tu fais comme, ben, est-ce que tu peux vraiment trouver que ce film-là? Fait que pour vrai, c'est exactement ce que tu dis. C'est tellement La graine et le mulet fait tellement partie pour moi d'un film où je vais un peu dans la mauvaise foi que je sais même plus si c'est vraiment si mauvais selon ce que je pense. Fait que c'est pour ça que je pense que je vais aller le refréquenter parce que je suis obligé d'ailleurs la graine et le mulet depuis 12 ans. T'sais. Fait que je vais aller voir si ça mérite toute la haine que je lui voue depuis tant d'années. J'aimerais bien savoir la suite si t'as aimé ou pas. Je te ferai signe de la suite parce que c'est sûrement autre chose que des madames qui mangent du couscous. Ça, c'est de la mauvaise foi. Mais on pourrait dire que la vie d'Adèle, c'est juste des dames qui mangent des moules du début On pourrait dire ça aussi, exactement. Ouais. Parlant de scènes de bouffe absurdes, ton plaisir coupable, c'est à ton tour le Rocadieu, la suite de Denise Filiatro. On pourrait en reparler, une scène magistrale où Adèle Reinhardt mange un artichaut. Ouais, et qu'elle sait pas comment le manger, évidemment, puis qu'elle mange toute la feuille, puis... C'est ça. Puis un peu comme pour Jésus de Montréal, là aussi, c'est une distribution qui se peut pas, puis une distribution majoritairement féminine. Ouais. Ce qu'on voit pas toujours, tu sais, c'est Ginette Renault, c'est Dominique Michel, Adèle Reinhardt, comme on a dit, Sonia Vachon est là-dedans, puis t'as Michel Dumont, Donald Pilon, Martin Drainville qui les accompagnent. C'est la suite, donc, de l'Orocadieu, un groupe de femmes qui vont chez un docteur pour recevoir une piqûre pour maigrir. Ouais. Ce qui semble tout à fait frauduleux comme processus. Mais ça existait, ça. Ma grand-mère allait chez un docteur qui s'appelait le docteur Marino. Elle est là avec ses 2 belles-sœurs une fois par semaine. Ah ouais? Elle allait chez le docteur qui faisait maigrir. Puis après ça, ben, ça en allait manger un chicken. Après ça, il y avait un rituel. Comme à chaque semaine, il y avait la coiffeuse, le chiro, puis le docteur qui faisait maigrir. Ça faisait partie de leur routine. Et oui, donc, ça, c'est une... En fait, à la base, c'est à ton tour, Laura Cadieux, c'est une pièce de Michel Tremblay. C'est un monologue que moi, j'ai jamais vu sur scène et qui est assez loin quand même du personnage qui est devenu Laura Cadieux au cinéma et ensuite à la télé parce qu'il y a eu Le Petit Monde de Laura Cadieux. Donc, elle a fait beaucoup de mélange. C'est Denise Filiatro. Donc, elle a réalisé et écrit les 2 films et elle a fait 3 saisons à la télé. Avec ces mêmes personnages-là. Et la Laura Cadieux de Michel Tremblay, c'est une femme beaucoup plus dure. C'est une femme qui sacre. C'est une femme qui est raciste, intolérante. Ce qui n'est pas vrai.
Elle a gardé un petit peu de ça dans le Oui. premier film. Pour avoir revu le premier il y a peut-être 2-3 semaines, fait que j'étais surpris quand tu m'as dit justement que c'était ton choix. Moi, en fait, je me suis fait un double feature, Les Boys, Laura Cadieux. Ah oui, C'est deux films d'à peu près la même année, là, à un an d'intervalle. Puis il y en a un, c'est le monde des gars de taverne, puis l'autre, c'est le monde des femmes chez un producteur. Je trouve qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a c'est intéressant, oui, effectivement. Puis il y a quelque chose, bien évidemment, tu sais, la femme voilée c'est ça. Qu'elle trouve effrayante, puis qui a ri des deux femmes voilées qui sont dans la salle d'attente. Tu sais. Mais ça, elle a complètement évacué l'aspect vulgaire et intolérant de Laura Cadieux, parce qu'après, ces femmes-là sont des femmes plutôt aimantes et tout. Pour vrai, je pense sincèrement que ce sont pas de bons films, et la série est pas très bonne non plus, mais j'aime ça. Tu sais, si j'avais à écrire un papier, là, ma position serait sûrement une position de, tu sais, c'est pas un bon film pour plein de raisons, c'est pas très bien réalisé, les textes, l'intrigue est plutôt douteuse. Mais pour moi, c'est aussi ce cliché, là, mais il y a un aspect réconfort là-dedans. Tu sais, ce sont des femmes qu'on voit jamais, ou à peu près. Tu sais, ce sont des femmes pas très cute, ce sont des femmes grosses, ce sont des femmes de milieux modestes, qui ont des vies bien ordinaires, mais tu sais, ces femmes-là, moi, je les connais, tu sais, en fait, elles sont anachroniques, hein. Il faut dire que c'est des femmes quand même des années 90-2000 qui se vouvoient entre elles, même si elles ont 37, 40 ans. Leur style vestimentaire, on dirait que c'est comme des femmes d'une autre époque, dans un décor des années 90-2000, c'est un peu suranné. On comprend pas trop, mais pour moi, ça participe un petit peu au charme. Et donc c'est des femmes que j'ai connues. C'est ma grand-mère, c'est ses amis, ma grand-mère, tu sais, qui parlait d'elle comme un petit pot de bine. Elle était petite, elle était ronde, puis elle avait toutes ses petites amies un peu boulottes. Puis c'est des femmes, donc, que moi, j'ai aimées. C'est des personnages de Tremblay, puis les personnages féminins de Tremblay sont parmi les plus beaux qui ont été écrits. Donc, Denise Filiatro, en fait, c'est ça. C'est que Denise Filiatro, je pense que c'est une femme qui crée son fameux sens du punch, le sens du divertissement populaire, qui est pour moi très noble. Ça en fait pas une grande cinéaste, mais ça en fait quelqu'un qui est capable de bien divertir. Et c'est ça que ça fait pour moi, les Laura Cadieux. Ça me divertit, ça m'amuse, ça m'attendrit, ça me fait sourire. Mais jamais je fais comme « Wow, quel bel twist » ou quel... Il n'y a pas de réalisation. Il y a pas... Tu sais, c'est du théâtre d'été sympathique, filmé à la limite. Mais, tu sais, quand la pandémie a commencé, là, je me suis retapé les 2 films puis les 3 séries. Ça m'a fait du bien. Voir cette madame-là, tu sais, comme vivre qui se chicanent pour des niaiseries ou ils ont des enjeux de régime, des enjeux de... Pour moi, ça me fait rire, ça m'attendrit, et même si je remarque des grosses incohérences de scénario d'un personnage, d'un film, puis la série après, tu fais comme, voyons, elle était mariée, elle l'est plus, elle n'a même plus le même mari, c'est même plus la même... Tu sais, c'est gros, là, comme... Tu sais, c'est pas des affaires de deuil très avisées, là. Je veux dire, il y a plein d'incohérences, il y a plein de... Denise Filiatro se plagie beaucoup, tu sais, elle reprend des affaires, elle reprend des situations exactes qu'elle a fait dans Moi et l'autre, dans Chez Denise, puis là, elle ramène un personnage qui était dans une autre série, elle est toute mêlée, je pense, dans cette affaire. Moi, je pense que je connais plus l'œuvre de Denise Filiatro qu'elle connaît son œuvre, parce que c'est comme, ben non, Denise, c'est plus ça, là. Mais même ça, pour moi, ça m'amuse, ça participe même au charme de déceler des incohérences ou Et parce que c'est ça, parce que jouer par des actrices ordinaires, ça pourrait être une catastrophe, mais elles sont tellement bonnes. Sonia Vachon est extraordinaire là-dedans. Oui, elle dégage un sex appeal hallucinant, mon Dieu, est d'une beauté incroyable. Exactement, c'est comme le terme ragoûtant, là. Il est souvent employé là-dedans. Tu sais, des fois, elle est ragoûtante, cette femme-là. Je suis pas sûr que c'est un terme qui serait très accepté, mais comme elle est pas du tout dans les standards de beauté, mais elle est vue, puis on comprend que c'est une femme. Bon, d'abord, elle est obsédée par le sexe dans cette série-là. Elle couche avec beaucoup d'hommes et on le comprend. On fait pas comme, ben voyons, c'est bien absurde. C'est pas comme le beau Marco dans La Petite Vie, là. On comprend bien que cette femme-là soit désirée, elle est charnelle, elle dégage quelque chose de sensuel. Donc, elle est fun à voir aller dans ses petits regards, dans ses gestes de séduction, dans son obsession de la sexualité. Je la trouve belle, je la trouve intéressante. C'est vraiment
Et la belle-mère aussi, donc, qui est Dominique Michel, Oui, mais Dominique Michel. Dominique Michel, qui est bonne, mais ce personnage-là va être repris dans la série par Véronique Leflaguet, Mhm. qui est vraiment meilleure. Elle crée une belle-mère extraordinaire dans la série. La série, pour moi, c'est beaucoup le personnage de la belle-mère. Véronique Leflaguet, qui est une actrice qui n'est peut-être pas reconnue à sa juste valeur, là, mais c'est un monstre, Oui. entre autres, de la comédie, qui a un instinct comique formidable. Voilà. Oui, puis une actrice à la base française qui arrive à aussi bien jouer l'espèce de Madame d'Hochelaga, l'espèce de Hey! Madame du vieux Rosemont d'une autre époque. Exactement. Puis juste, là, on dit pas, bon, que c'est la française qui essaie de faire la québécoise. Non, non, là, elle parle exactement comme ma grand-mère parlait. C'est juste, on y croit, puis elle le fait pas. Hein. On n'est pas dans la caricature, on est dans la comédie, là, mais c'est pas dans la caricature dans un regard, effectivement, de grande actrice française qui décide de juger ça. Mais quand j'ai passé en revue rapidement tantôt le film, parce qu'il est disponible sur YouTube, qui veut bien le voir, il y a quand même une scène qui m'a marqué. Je trouve ça dommage qu'il y ait des ruptures de ton dedans, mais c'est quand le personnage de Denise Dubois se sépare de Raymond Bouchard. Ouais, femme battue. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ce qui marche pas, c'est que t'as les trois filles sur le bateau qui font des scènes à la Tremblay. C'est mauvais, ça! C'est hyper mauvais. Ah! Mais toute la suite, quand lui dit « reprends-moi, je vais changer », puis qu'elle a fait juste dire « non, je reviens pas », je trouve qu'il y a dans ce jeu-là, ce moment du film, il y a une sincérité dans la façon que c'est filmé. Je trouvais ça super beau, c'était parfait. Je suis parfaitement d'accord. Puis Denise Dubois, qui est une comédienne que je connais pas beaucoup, que j'ai vu une fois au théâtre, mais qui a une espèce de vérité, une voix, un casting particulier. Donc c'est ça, c'est la femme battue qui revient tout le temps. Puis effectivement, c'est beau, ce moment-là, qu'elle retrouve cette liberté, elle remonte sur le bateau, puis là, elle est comme ses cheveux portés au vent, et là, elle respire cette liberté-là. Puis oui, effectivement, j'ai trouvé que c'est le seul moment, bon, tu sais, oui, le personnage de Tremblay qui a beaucoup joué avec une réinterprétation des fameux chœurs grecs qu'on voit beaucoup dans son théâtre. Et là, elle fait juste un clin d'œil où les femmes sont effectivement sur le bateau. Puis là, elle répète, il va recommencer, les trois femmes font ça. Effectivement, c'est très, très mauvais, ça, parce que c'est pas soutenu, ça sort de nulle part. Puis, ah non, c'est ça, comme je te dis, je peux te nommer 250 affaires qui marchent pas dans ce film-là, mais c'est comme le numéro final aussi, où il y a un concours amateur, là, à la fin. Toutes les femmes, puis là, évidemment, Ginette Renault, c'est Laurent Cadieux qui a une voix qui se peut pas. C'est comme, ben voyons que personne savait qu'elle s'est jamais rendu compte qu'elle avait cette voix-là, puis que sa famille savait pas qu'elle avait une si belle voix, puis que c'est juste une ménagère qui s'est jamais rendu compte de cette voix de diva, là. Oui, tandis que dans le premier, c'est pas là du tout. Là. C'est cette madame-là qui... encore là, dans le premier, c'est quand elle est assise en attendant le métro, puis t'as les jeunes punks qui se moquent d'elle, puis t'as son fils qui demande, petit gars, là, qui lui demande... Qui n'a jamais de nom, d'ailleurs. Qui n'a jamais de nom, mais qui lui demande pourquoi il rit de toi, puis juste la façon qu'elle dit « parce que je suis grosse, tabarnak ». Oh mon Dieu, que ça vient me prendre à chaque fois. Mais c'est ça, c'est les performances de Pierrette Robitaille. C'est toutes des performances d'actrices qui se donnent vraiment pour ce film-là. Ouais. C'est peut-être ça qui le sauve, en fait. Mais c'est ça, puis peut-être que l'instinct de ces actrices-là, peut-être, je sais pas, là, je leur prête des intentions, mais peut-être compris que c'était pas le plus grand scénario du monde, mais c'est tellement compensé par un investissement, justement, des acteurs, puis qui ont créé des... ben c'est ça. En fait, c'est de voir ces femmes-là, puis de faire comme... Ce que vous dites, c'est un peu non, c'est pas si bien fait, mais de les voir, elles sont belles dans leur investissement, dans leur vérité, dans quelque chose de plutôt faible. C'est ça, je pense, qui me séduit vraiment et qui me réconforte. Ouais. Puis, tu l'as dit toi-même, ça se passe dans un univers que toi-même t'as connu. Tout à fait. Ayant grandi dans Rosemont, je m'aventure sur la question, mais c'est quoi qu'est-ce qui, dans ton enfance, fait Michel Tremblay? Qu'est-ce que tu reconnais dans les textes, dans l'univers de ce gars-là? Ben, je dirais absolument tout, parce que le Rosemont, j'habite encore dans Rosemont. Rosemont, ben, on sait ce que c'est aujourd'hui. C'est un quartier qui s'est beaucoup gentrifié, mais moi, être un petit gars de Rosemont, on disait un petit gars de Rosemont, ma mère disait je suis une petite fille de Rosemont, il y avait quelque chose de plutôt négatif dans cette appellation-là. Okay. C'est un quartier populaire qui était loin d'être riche. Mon grand-père, moi, je suis né dans un 3e et Beaubien, dans un duplex qui vaut 1 million aujourd'hui, mais je veux dire, mes grands-parents étaient pauvres. Ils avaient une maison, parce que tout le monde avait une maison dans ce temps-là, sur cette rue-là, à moins vraiment
mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'ont jamais eu de voiture. Mes grands-parents ont toujours pris l'autobus, mais ils avaient une maison dans Rosemont. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de millionnaire qui a ça, là, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, c'était un quartier ouvrier, puis ben c'est ça. Ma grand-mère, ses sœurs, sont des femmes c'était des familles nombreuses qui n'ont pas pu, il y en a très peu qui ont été instruites. Ma grand-mère, c'était la plus vieille de la famille qui a lâché l'école en 2e année parce que les parents étaient malades. Fait que c'est ma grand-mère qui a élevé la famille, tout ça. Donc, des gens, des femmes que moi, j'ai profondément aimées. Ma grand-mère, c'est un des grands amours de ma vie, tu sais, mais qui a été très complexée toute sa vie de ne pas avoir eu accès à l'éducation. Oui. Ma mère est allée à l'école, elle est devenue prof, tout ça. Elle a été entourée ensuite de gens qui, par d'autres générations, ont été instruits, puis elle était très complexée de ça. Alors que je pense que personne dans la famille qui jamais l'a fait sentir autrement. Je pense qu'elle a porté quand même, elle a porté ça dans sa vie. Et donc, moi, j'aimais beaucoup. Donc, ma grand-mère, ses amis, j'ai tout le temps été attiré, moi, beaucoup par les adultes. Fait que quand j'étais petit, je préférais être, plutôt qu'avec des amis de mon âge que je trouvais inintéressants, j'aimais passer mes soirées à regarder ma grand-mère faire ses parties de cartes avec ces femmes-là. Fait que c'était leur Acadieux, tu sais. C'était ces femmes-là qui venaient d'Hochelaga, de Rosemont, donc des madames de cette époque-là qui étaient drôles, les femmes de ma famille étaient des femmes drôles, incisives, qui avaient un humour un peu bitch, mais jamais ça restait quand même bienveillant, c'était de l'humour, langage coloré. Donc, c'était tout ça, avec des préoccupations de leur vie, de ménagère. Donc, j'aimais les écouter, j'aimais la couleur de leur langue. Moi, j'aime encore employer des affaires. Je m'en sers à la soirée, des fois, en utilisant c'est quasiment des archaïsmes. J'emploie des mots, des gens m'en fait comme « Hein, quoi? De quoi tu parles? » Mais j'aime utiliser des mots que ces femmes-là disaient entre elles. J'aime les faire encore exister. Donc, je retrouve... C'est pour ça que je dis que c'est un peu anachronique, parce que ces femmes-là sont un peu ma grand-mère, mais dans une époque qui n'est plus du tout celle-là. Je connais aucune amie, moi, de 37 ans qui se vous voit. On s'entend, qui s'appelait Madame... sinon, on va prendre un verre, mais je t'appellerai pas Monsieur Cyr toute la soirée. Alors que c'est ça, Madame Brouillette, là-dedans. Oui, Madame Gladu, puis Madame... Madame Gladu. Madame Cadieux. Puis Madame Cadieux, voyons. Je parle au t'es-tu pour Madame Cadieux? Vous avez 37 ans, arrêtez ça. Mais c'est comme... Tout ça aussi, c'est ça. Participe au chant pour toutes ces raisons-là. Parfait. C'est très, très complet. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice dont jase de film, Jean-Sébastien. Ça m'a fait très plaisir. Excellent. Si les gens veulent voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, veulent te suivre, où est-ce qu'ils vont? Alors, sur Instagram, il y aura Girard J-E, G-I-R-A-R-D-J-E comme dans Jean. Sinon, j'ai ma page Facebook, Jean-Sébastien Girard, Twitter aussi. Suivez-moi peut-être sur Instagram, peut-être qu'Olivier Niquet et moi, cet été, peut-être qu'on fera des petits trucs, on va faire comme tout le monde, hein, on va faire peut-être des petits partages Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose dans l'air. Okay. Olivier et moi parle de peut-être faire un petit truc donc sur Instagram à suivre, lui et moi, au Niquet pour Olivier, et puis... Jean-Philippe Vautier, il y a assez de personnes, pas besoin de le suivre pour l'instant. Tu sais, je vais peut-être lancer l'invitation à Olivier Niquet de se prêter à l'exercice. Ça va être un podcast de 8 minutes. Ça pourrait être drôle, mais il change, Olivier. Oui. On a enregistré les best-of de la soirée encore jeune on avait des segments de 2-3 minutes entre les deux. On n'avait rien préparé. Puis je fais, mon Dieu, mais ouais. Il a pris du galon dans l'impro, Franchement, là, il pourrait être bon. Excellent. Puis on va pouvoir suivre la soirée pour la 9e saison. Oui, cet automne. Dès l'automne prochain. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et mon nom est Guillaume Saint-Cyr. Et justement, avec Jean-Sébastien Girard, on a jasé de film.